Effectivement, j'ai eu beaucoup de plaisir à accueillir une nouvelle fois François Dubet dans ce séminaire. Le dernier passage qu'il y avait fait s'était produit il y a 2 ans, je crois, 2 ans, 2 ans et demi. Et j'en avais gardé un excellent souvenir. Comme il le disait à l'entrée, là, je lui ai presque imposé un sujet du bac, tu disais, donc en lui proposant, soyons sérieux, donc de nous aider à aborder cette thématique à laquelle ce semestre est consacré, c'est-à-dire la thématique de la radicalisation. On va voir de quoi d'ailleurs. Laissons ça comme ça pour l'instant. J'ai beaucoup apprécié son engagement immédiat dans une réponse positive et m'a-t-il semblé avec une dimension d'enthousiasme que j'apprécie parce que le thème est difficile et ce sont des thématiques que nous ne découvrons pas comme citoyens mais que bien souvent nous découvrons dans nos spécialités et y compris dans l'enclavement, je parle pour la philosophie, de nos spécialités. Et donc là, j'ai particulièrement plaisir à accueillir François Dubet comme sociologue. J'ai l'habitude de dire, et comme renfort sociologique, apport sociologique qui nous est tout à fait indispensable, coutume de dire que François Dubet est peut-être, enfin à mes yeux, le plus philosophe des sociologues ou le plus sociologue des philosophes, mais en tout cas, cela fait des années que son parcours se situe, à mes yeux, vraiment à la limite des deux disciplines. Et comme j'ai aussi le sentiment, pour moi, de l'intérieur de la philosophie, d'être à la limite de ma propre discipline, j'apprécie ces convergences par les limites, avec toutes les difficultés dont je sais ce qu'elles signifient à l'intérieur d'une discipline, pour les éprouver, les avoir éprouvées moi-même. Donc je vais tout de suite lui donner la parole. Vous avez reçu le relevé de ses publications les plus récentes, enfin, le connaissez tous, et vous savez que c'est quelqu'un qui a la particularité de nous avoir expliqué, entre autres, que l'approche des sciences sociales pouvait consister à considérer que les acteurs sociaux véhiculent dans leur représentation des principes de justice ou des théories de la justice, au sens habituel que nous connaissons, mais ici déplacé vers les représentations que les acteurs se font des raisons pour lesquelles ils agissent, qui peuvent se diversifier ou se différencier, y compris selon cet appareillage qui trop souvent, à l'intérieur de la philosophie, reste cloisonné dans la thématisation des offres philosophiques disponibles, sans trouver d'emploi dans l'explication ou dans la compréhension des actes et des comportements des acteurs sociaux. Donc je trouve que là, il y a une réutilisation d'un matériel philosophique qui le rend peut-être plus performant qu'il n'a l'habitude, qu'il n'a coutume de l'être parfois chez les philosophes ou dans la tradition philosophique. Donc j'arrête de dire ce que je perçois de ce point de vue-là, mais c'est en tout cas tout à fait clair dans mon esprit et sincère. Donc je te donne la parole, tu prends le temps que tu veux, sachant qu'on va garder une bonne demi-heure pour échanger à la fois entre nous et avec le public. Voilà, donc tu as le temps que tu veux. Bien, merci beaucoup. Je suis très, très, très heureux d'être invité. Ça n'est pas simplement une formule de courtoisie parce que je trouve qu'il faut discuter avec d'autres qu'avec soi-même. C'est mieux. Et c'est vrai que depuis quelques années, la lecture des philosophes moraux, des philosophes de la justice, dont je ne suis pas du tout un spécialiste, me permet de reposer souvent les problèmes sociologiques d'une manière un peu différente de celle où on la pose habituellement, bien qu'il ne faille pas exagérer. Les pères fondateurs de la sociologie faisaient beaucoup plus de philosophie morale qu'on l'imagine. Hein. Bon, ils fabriquaient des théories générales, politiques et morales, etc. Alors, sur les inégalités, la radicalisation,
je n'ai aucune spécialité, donc ça m'a obligé à travailler un peu. Et donc l'exposé que je vous proposais est un exposé pas très bien fait, pas bouclé, qui n'aurait probablement pas la moyenne si c'était une dissertation. D'abord, une remarque, je vais utiliser le mot radicalisation dans un sens qui, je crois, est celui que vous attendez, radicalisation poussant vers l'action violente. C'est quand même ça qu'il s'agit. Je laisse de côté la radicalisation esthétique, l'ascèse religieuse radicale, etc., qui sont toutes des formes de radicalisme ou de radicalité qui ne m'intéressent pas, ni évidemment, dans notre petit monde un peu ridicule, cette posture qui consiste à dire toujours que l'on a une position critique radicale, quel que soit l'objet que l'on traite, ce qui est un peu rigolo, puisque ça consiste en général à faire un topo d'un conformisme absolu pour dire qu'on est radical. Voilà. Donc, ceci étant dit, je vais faire quelques remarques préalables parce que il est un peu difficile d'entrer dans le sujet. Si on regarde la tradition des sciences sociales de manière assez rapide, il y a au fond deux grands paradigmes pour expliquer la violence et le radicalisme, et qui sont deux paradigmes assez bien constitués, assez clairs, même si bien souvent ils s'entrecroisent. Le premier, évidemment, c'est de faire de la violence et du radicalisme le produit des inégalités, des injustices sociales. On dit, plus les sociétés sont inégalitaires, plus elles sont perçues comme injustes, plus elles produisent du radicalisme idéologique et de la violence. C'est une sorte de théorème assez mécanique, au sens de la machine à vapeur. Plus vous avez d'inégalités, plus vous avez de violence, etc. Et cette théorie, ce modèle théorique a été très très à la mode dans les années Sartre, d'une certaine façon, puisque l'idée, au fond, alors c'est Sorel, qui n'a pas une image très sympathique, qui est le premier à l'avoir dit de manière aussi brutale. Au fond, le radicalisme et la violence produisent un sujet. On devient le sujet de l'histoire, même on devient un sujet personnel, on se libère de l'oppression et de l'inégalité par la violence. Alors on peut citer Sorel, qui pousse, je ne vais pas vous ennuyer avec Sorel, mais qui pousse ça extrêmement loin. Il pense que c'est la violence au sens le plus physique du terme qui produit le sujet. On peut évidemment penser à Fanon. On devient un homme quand on se libère de l'oppression. À la célèbre préface évidemment de Sartre sur Fanon. On peut penser à une foule de thèmes. On peut penser à une pièce qui date de la même époque d'ailleurs, qui est la pièce de théâtre de Genet qui s'appelle Les Bonnes. Voilà. Elles tuent la patronne et deviennent des sujets. Mais on a aussi des milliers de films, de romans. Les déportés de Malibor se révoltent contre l'injustice extrême et entrent dans l'humanité par leur mort, d'une certaine façon. Voilà. Alors, cette thèse, elle est évidemment extrêmement séduisante et elle est quand même assez difficile à montrer parce que on pourrait dire que plus une société est inégalitaire, plus elle produit de violence et de pensée radicale, C'est à la fois vrai, d'une certaine façon, si je regarde les taux de violence au sens le plus simple du terme, violence politique, violence sociale, criminalité. Le Brésil, l'Afrique du Sud sont en tête, les États-Unis se portent pas mal, et on pourrait imaginer, si on était sociologue qui fait du benchmarking, de dire je prends des statistiques de la violence, des statistiques d'inégalité, et je fais une corrélation qui peut à peu près marcher. Bon. Le problème est qu'il est probable que cette corrélation ne marcherait qu'à peu près, parce que ce qui fait fonctionner la violence, et là-dessus on a des ouvrages très importants qui répètent toute la même chose, c'est moins les inégalités que les frustrations relatives. C'est-à-dire, ce n'est pas les inégalités comme telles qui engendrent la violence, c'est l'écart entre les inégalités et les aspirations égalitaires. Ce qui fait d'ailleurs que
les périodes de violence peuvent apparaître quand l'accord entre les inégalités et leur représentation se casse, soit parce qu'il y a des crises économiques, soit au contraire, c'est d'ailleurs assez amusant, parce qu'il y a des prospérités économiques. C'est-à-dire quand les gens ont le sentiment que ça ne va pas assez vite alors que la situation s'améliore. Mais enfin, on est là-dedans dans une interprétation générale et qui, je répète, repose au fond sur une anthropologie. C'est la société qui est violente, c'est la société qui détruit par les inégalités, les injustices, l'humanité des acteurs, qui la récupère par la violence. Et les gens de mon âge, pardonnez-moi de parler comme ça, ont lu beaucoup de choses racontant ça sur l'Amérique latine, quand ils étaient trotskistes ou de mille autres manières qui vous paraissent peut-être un peu aujourd'hui étrangères. Voilà. Mais ça a été un très grand modèle. Le second modèle, évidemment, c'est un modèle inverse qui a eu plus d'influence probablement dans les sciences sociales, c'est le modèle de Hobbes. C'est quand même la théorie alternative, c'est-à-dire l'idée, au fond, que l'homme est un animal particulièrement désagréable et violent, et que par conséquent, il faut construire un ensemble de mécanismes sociaux, de contrôle social, de répression, de morale, de religion, qui freinent ce passage à la violence. Et la violence s'explique, la pensée radicale qui conduit à la violence s'explique quand il y a un affaiblissement des régulations. Ce ne sont pas les inégalités qui créent de la violence, c'est la faiblesse du contrôle social qui produit de la violence, c'est la crise de l'État, c'est la crise des institutions, c'est la crise de l'éducation. Et là, la liste des auteurs qui raisonnent de cette manière est considérable. Alors, il y a évidemment Hobbes le premier, mais on pourrait penser, pour les sociologues français, à Durkheim, qui pense exactement en ces termes. Quand il analyse le suicide, par exemple, il considère que le suicide est une violence qui se retourne contre soi et que, d'une certaine façon, Durkheim avait aussi une distinction très forte entre le communisme et le socialisme. Il pensait que le socialisme, c'était l'appel à l'intégration et que le communisme, c'était le vertige de violence qui s'empare d'une société quand il n'y a plus de régulation. Donc, d'une certaine façon, le conflit entre communisme et socialisme, pour Durkheim, c'est un conflit de fond. Ce n'est pas simplement deux versions d'un même modèle politique. Hein. Bon. Évidemment, on pense à Freud, il y a même une théorie robuste là-dessus. On pense à Elias. Vous connaissez tous la théorie de Norbert Elias sur le contrôle de soi, la civilisation, la réduction de la violence par le contrôle de soi, les mœurs de cour, le passage de la violence au sport, enfin toutes ces choses-là. Et puis, on peut penser à Girard, qui a, lui, une véritable anthropologie de la violence fondatrice. Et par conséquent, on a là une autre explication de la violence. Ce ne sont pas les inégalités comme telles qui produisent de la violence, quand on raisonne comme ça. C'est l'affaiblissement, l'anomie, la crise du contrôle social, alors la crise des idéologies qui encadrent l'action, la crise de l'État. Et d'ailleurs, les théories de la révolution le montrent toujours. Hein, je veux dire, pour qu'il y ait une révolution, il faut qu'il y ait des révolutionnaires, mais il faut surtout qu'il y ait un État qui se casse en face. Et en général, il se casse avant que les révolutionnaires lui portent des coups. Batista n'est pas dans un état terrible. La Chine, après la guerre, n'est pas formidable. Le tsar est en mauvais état. Et la monarchie française n'est pas dans une situation formidable en 1789, quand même. C'est un peu fondamental. C'est un thème moral. L'acteur perd le contrôle de soi-même. C'est un thème institutionnel. Bon, en clair, on vit sur un volcan et la violence apparaît quand le couvercle qui tient ce volcan est trop fragile. Donc on a deux modèles. Longtemps d'ailleurs, on a pu penser, on pourrait penser que l'un est le modèle de gauche, entre guillemets, que l'autre est le modèle de droite, entre guillemets, le second, puisque l'un insiste sur la légitimité, d'une certaine manière, de la violence et du radicalisme, et l'autre insiste sur le fait que c'est une forme de pathologie de l'ordre social qui se casse. Dans la réalité, c'est un peu plus compliqué, me semble-t-il, parce que,
bien évidemment, il y a des gens qui devraient être à gauche qui sont à droite, et des gens qui devraient être à droite qui sont à gauche comme toujours. Mais on a quand même ces deux grands paradigmes dans les sciences sociales. Et quand vous regardez la littérature, on tourne toujours dans ces deux paradigmes. Il y a même des travaux récents qui analysent la violence dans ses dimensions micro-sociales, d'interaction, et qui procèdent aussi des mêmes raisonnements en montrant que... Il s'est passé quelque chose. En montrant que la violence apparaît quand les acteurs ne régulent plus leurs interactions. Bon, la violence, c'est une... on le sent d'ailleurs quand on prend le métro, que le passage à la violence est lié à un défaut de régulation. On ne comprend plus l'autre et on se sent menacé, et donc on l'agresse, etc., etc., etc. Voilà. Donc, en fait, ces deux paradigmes-là, qui ne sont pas bien originaux, on peut dire que durant 2 siècles, ils ont fini par se combiner l'un l'autre autour de l'idée de conflits régulés, institutionnalisés. Au fond, dans la société industrielle, du temps de la société industrielle, je dirais dans le siècle de la société industrielle, 1900-1980, pour dire les choses très très simplement, on a fini par penser dans les termes des deux modèles, d'une part que la société était normalement, enfin normalement ça veut dire nécessairement ou naturellement inégalitaire, généralement on pensait en termes d'inégalité de classe, que ces inégalités étaient plus ou moins justes, que ces inégalités engendraient un conflit potentiellement violent. Et je voudrais rappeler d'ailleurs à ce propos que la formation du mouvement ouvrier tout au long du XIXe siècle, c'est quand même une histoire incroyablement sanglante. Enfin, pour préparer cette intervention, je lisais des choses là-dessus dont on ne se rappelle plus. C'est des milliers de morts quand il y a des émeutes ouvrières. Enfin, on tire dans le tas. Même le petit coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre, c'est quand même des milliers de morts et des dizaines de milliers de gens qu'on envoie à Cayenne ou dans des îles ou en Algérie. Bon, la violence, je laisse de côté la commune, en fait. Je veux dire, la violence, ça fait partie de des rapports sociaux. Et d'une certaine façon, on va finir par construire une représentation de la vie sociale qui combine les deux modèles, disant d'un côté, la violence est l'expression de rapports sociaux conflictuels, injustes, inégalitaires, et cette violence doit être régulée par des institutions. Ce conflit doit être régulé par des syndicats, des partis, des organisations, des lois, des règles. Et il est vrai que pendant près d'un siècle, on a vécu comme ça, d'une certaine façon, avec l'idée que la violence était devenue chez nous résiduelle, qu'elle était potentiellement là à cause des inégalités, mais que nous savions faire avec, en discutant, en négociant, on manifeste. Il y a bien longtemps qu'en France, la police n'a pas tué, sauf par accident, enfin je vais prendre un risque en disant ça, mais des manifestants. Il y a bien longtemps qu'on n'a pas voulu tuer des manifestants. On les a tués parce qu'on a fait une faute professionnelle d'une certaine façon, sans vouloir véritablement réprimer. Et la violence apparaît évidemment quand on ne parvient plus à négocier le conflit, quand on ne parvient plus à le réguler. Et je rappelle d'ailleurs qu'en dépit, c'est pour ça que la question du radicalisme est un peu compliquée, parce qu'en dépit d'une idéologie radicale, comme l'idéologie des partis communistes occidentaux, les partis communistes occidentaux ont totalement joué ce rôle. Jamais le Parti communiste français n'a entrepris de prendre le pouvoir par la violence. Jamais le Parti communiste italien n'a entrepris de prendre le pouvoir par la violence. Et quand vous avez des violences extrêmes, comme en Italie, en Espagne, en 1936, et quand je dis extrême, je ne vais pas vous raconter tout ça pour ne pas vous gâcher la soirée, mais c'est extrême. C'est-à-dire on massacre, comme au Moyen-Âge, quand on prend les villes, on massacre les habitants, et un peu des deux côtés. C'est parce qu'évidemment, les institutions se sont totalement effondrées. Ce n'est pas le niveau d'inégalité à seul qui va expliquer ça, il y a une très grande inégalité,
Mais c'est que les institutions s'effondrent, et on a, d'une certaine façon, la même chose au Chili, quand Pinochet prend le pouvoir, vous avez une situation qui, avant de passer à la violence, c'est une situation qui se décompose longuement, etc., etc. Donc, on a fini par s'acclimater, par acclimater l'idée de violence dans nos sociétés, en combinant les deux modèles. Oui, la violence procède des inégalités illégitimes, mais on arrive, si on a des bons mécanismes politiques, idéologiques, moraux, à la tenir dans des limites raisonnables et à peu près régulées. Alors ça, c'est le raisonnement classique, banal, normal, je dirais, des sociologues sur la violence, mais cependant qui se heurte quand même à quelques difficultés. C'est que cette présentation du problème du radicalisme et de la violence laisse de côté, comment dirais-je, ce cadre est sans cesse débordé par la réalité de la violence. La violence, c'est plus que ce que ce cadre en dit. Là, je rejoins des thèmes qui intéressent Alain Renaud dans l'injustifiable et l'extrême. Ce qui caractérise la violence, c'est qu'on en fait trop, si je peux me permettre. C'est qu'il y a dans la violence quelque chose qui ne procède pas, je dirais, naturellement, normalement, de l'action humaine. Il y a d'abord, évidemment, le fait que la violence en fait... Il y a le problème dans la violence de l'excès de violence, d'une violence qu'on ne parvient pas à expliquer strictement comme une réaction à des frustrations d'inégalité ou simplement comme des réactions à une fin de la régulation. Je vous renvoie alors à des textes classiques qui vous empêcheront de dormir. Mais regardez les bouquins de Hatzfeld sur les histoires de Hutu et de Tutsi. Dire, bon, vous avez beau vous forcer, le père Weber, le père Durkheim et le père Marx, ils ont un peu de mal à expliquer pourquoi on se viole, on se tue, on se coupe en morceaux, on se massacre, pourquoi on tue ses voisins avec lesquels on travaillait dans les champs. Il y a quelque chose dont il faut tenir compte, enfin, voilà. Lisez Bernanos, pour prendre, sur la manière dont les franquistes règlent la question à Palma de Majorque, en éventrant au hasard les gens pour créer un climat de terreur qui n'a aucune rationalité. Évidemment, quand Hobbes écrit l'Europe est traumatisée par la guerre de 30 ans. La guerre de 30 ans, je vous rappelle que c'est l'Allemagne qui a perdu à peu près la moitié de sa population. Une moitié de l'Allemagne a pendu l'autre moitié de l'Allemagne, ou a brûlé vif l'autre moitié de l'Allemagne sur des arbres. Il y a un problème, si vous voulez, pour les sociologues ou les historiens ou les sciences humaines dans la violence, c'est que la violence, elle en fait trop. Elle en fait trop. Si vous prenez le cas de la violence d'État et de la terreur, on a envie de dire que là aussi, elle en fait trop. Pinochet, il a tué plus de gens qu'il était nécessaire. Les généraux, encore Pinochet, je ne vais pas dire de bien de Pinochet, il a été moins pire que les Argentins, qui eux ont fait régner la terreur de manière continue, sans que ça se justifie véritablement du point de vue instrumental. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Il y a aussi le thème qu'on a beaucoup de mal à expliquer, c'est le thème des hommes ordinaires qui se livrent à des abominations. C'est le fameux bouquin de Browning, qui raconte l'histoire des braves types qui aiment bien leurs chiens, leurs enfants et leurs fiancés, et qui se retrouvent dans des bataillons en Ukraine en 1941 et qui organisent la Shoah par balle, c'est-à-dire qui tuent tout simplement des gens parce qu'ils sont juifs, et quand ils ne les tuent pas eux-mêmes, ils les font massacrer par des Ukrainiens qui font ça avec encore plus de zèle et de passion.
ces types-là sont comme vous et moi. Plus comme vous, j'espère, que comme moi. Mais, enfin, ce sont des gens, si on les allonge sur le cabinet de psychanalystes, avant ça, après ils auront peut-être des problèmes, mais avant, en tout cas, ils n'en ont pas. Donc il y a quelque chose dans la violence dont je ne pourrais pas parler dans le radicalisme, mais dont on ne peut pas ne pas tenir compte. Or, les théories sociologiques ramènent toujours à des mécanismes psychologiques assez simples, à des mécanismes anthropologiques assez simples. Or là, on est devant quand même une sorte d'énigme. Même si vous voulez, même la violence instrumentale. La violence instrumentale, c'est la violence qui est une ressource normale de l'action. Je pense à la violence des gangs, qui, pour contrôler un territoire, vont passer à la violence, faire régner la terreur, etc. Vous êtes devant des énigmes. Quand vous prenez, par exemple, les gangs qu'on appelle les maras en Amérique centrale, il y a quand même des choses qui sont étonnantes. Pour rentrer dans le gang, on demande à un gamin de 12 ans de ramener la tête d'un membre de sa famille. On lui demande de décapiter la tête d'un membre de sa famille. Alors, vous êtes au-delà de la théorie sociologique. Si je peux, enfin, vous êtes devant un problème, en tout cas, qui fait que si vous dites oui, il y a beaucoup d'inégalités sociales, c'est un peu court. Parce que pour expliquer comment quelqu'un peut demander à un gosse de tuer quelqu'un de sa famille et comment un gosse peut le faire. Je voudrais simplement dire ça. Les théories sociologiques sont assez clean sur le thème de la violence et du radicalisme, mais les faits que l'on a là-dessus sont souvent très, très difficiles. Et puis je crois qu'il ne faut pas sous-estimer, j'y reviendrai, en dehors des mécanismes sociaux que j'ai évoqués très rapidement, fin des régulations. Alors, bon, Haïti, c'est formidable parce qu'il y a à la fois des inégalités extrêmes et pas d'État. Donc, c'est normal qu'il se tue pour un sociologue. C'est un exemple magnifique. C'est parfait. Bon. Mais je voudrais dire que ces théories sont quand même souvent, me semblent un peu faibles par rapport à la dureté des faits, des choses qu'on observe, etc. Et surtout, ces deux familles théoriques me semblent sous-estimer profondément le rôle de l'idéologie. Je crois qu'il y a dans le radicalisme un mécanisme idéologique propre, qu'on aurait du mal à indexer simplement sur la violence. Je prendrai un exemple en me demandant ce qui s'est passé en France entre les émeutes de banlieue des années 80 que j'avais étudiées de très près et qui ont conduit à la marche pour l'égalité contre le racisme, qu'on appelait la marche des beurs. Vous savez, la petite main touche pas à mon pote, etc. Et ce qui se passe 30 ans après, ce qui ne se passe pas 30 ans après. C'est pas la transformation des inégalités sociales qui peut expliquer ce changement. Il y a une transformation de l'offre idéologique. Je reviendrai là-dessus. On ne peut pas l'expliquer simplement par le mécanisme, les deux mécanismes, disant la police a lâché prise et donc ils se sont radicalisés, ou bien il y a plus d'inégalités, ils sont radicalisés. On n'est pas sûr qu'il y ait plus d'inégalités d'ailleurs. Bon. Et on n'est pas sûr qu'il y ait moins de police. Mais idéologiquement, l'interprétation du monde a complètement changé, ce qui fait qu'on est là devant une nécessité. Et puis je m'appuierai sur 3 entretiens que j'ai faits dans une recherche sur le sentiment de discrimination auprès d'individus qui étaient ultra radicalisés et peut-être d'ailleurs potentiellement capables de passer à l'acte. Je dois dire d'ailleurs que je suis très heureux d'avoir fait cette enquête en 2012 parce que je pense à un entretien, j'aurais été extrêmement ennuyé aujourd'hui d'avoir cet entretien un peu comme Monseigneur Barbarin ayant en confession un curé pédophile. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites un entretien avec quelqu'un qui vous dit, moi, mon problème dans la vie, c'est que je m'arme pour aller tuer les gens. Bon, c'est quand même...
neutralité sociologique, etc. Donc à cette époque-là, j'ai fait l'hypothèse que, pardonnez-moi de parler scientifiquement, il déconnait un peu et que... voilà. Mais il y avait déjà l'affaire Mera qui aurait pu me mettre la puce à l'oreille. Donc je m'appuierai sur ces 3 entretiens pour essayer, au fond, de régler, enfin, de répondre à la question qui m'est posée, une fois toutes ces précautions prises. Premier point, je ne crois pas que les inégalités suffisent à expliquer le passage à l'action violente. Je le dis très très nettement. Les inégalités comme telles n'expliquent pas le passage au radicalisme et à l'action violente. Pour qu'il y ait passage, pour que les inégalités produisent du radicalisme et de l'action violente, il faut qu'elles soient un scandale du point de vue de l'économie morale élémentaire des individus et des groupes concernés. Et je prendrai évidemment un exemple extrêmement simple, qui est l'exemple des émeutes. Les émeutes urbaines qui commencent dans les années 60 à New York, aux États-Unis, et qui vont enflammer toute l'Amérique jusqu'à l'affaire Rodney King en 92 à Los Angeles, plus les émeutes anglaises, plus les émeutes de banlieue française, etc. Il y a un facteur déclenchant dans tous les cas, c'est une violence policière. C'est 1, les flics tuent, 2, les flics ne sont pas condamnés. C'est une règle. Il n'y a pas de... C'est pas les inégalités qui l'expliquent, c'est que vous avez un acte qui est vécu comme comment dire, dans le langage de Thompson, c'est une affaire d'économie morale. Ça ne se fait pas, ça n'est pas possible, ça n'est pas acceptable. On peut accepter les inégalités, on ne peut pas accepter que la télévision filme l'assassinat d'un gamin noir par un flic blanc et que le jury, convoqué 8 jours après, déclare que le gamin noir était une agression lui-même parce que simple fait qu'il était noir. Et à partir de là, vous avez des violences qui sont très peu idéologiques, d'ailleurs, et qui, en général, d'ailleurs, vont se porter sur le groupe lui-même. Il y a quelque chose qui est très contraire à la thèse de Fanon là-dessus, puisque la violence qui s'enclenche, jamais les émeutes n'ont produit d'action. C'est assez troublant. Elles ne produisent pas de mouvement social, elles ne produisent pas de parti, elles ne produisent pas... Mais elles deviennent comme un feu qui se dévore lui-même, si vous voulez. Dans les émeutes américaines des années 60, il y a eu plus de 500 morts et des milliers d'arrestations. Les 500 morts, c'est des gens des quartiers où les émeutes sont produites. Je vous renverrai à un film de Spike Lee qui s'appelle Do the Right Thing. Je ne sais pas si vous avez vu ce film formidable de Spike Lee, qui est l'histoire d'une émeute. Des gens, des blancs, des noirs, qui vivent dans un quartier pauvre de New York qui fait chaud. Et ça va péter. Voilà. Et bêtement, pour une histoire de flics, de regard de travers, et le quartier prend feu. C'est très intéressant parce que Spike Lee sait de quoi il parle, il vient de ce monde-là. Donc on peut parler de rage, on peut parler de radicalisation de l'action, mais c'est infra-politique, c'est infra-idéologique, et je répète, ça n'est pas le produit des seules inégalités, il faut qu'il y ait un scandale moral. Et les inégalités ne sont pas comme telles, il faut le rappeler, un scandale moral. Voilà. D'ailleurs, on a beaucoup dans l'histoire des châteaux qui flambent. Au Moyen-Âge, quand les paysans s'énervent, le château flambe non pas parce que le seigneur est inégal, tous les châteaux flamberaient, c'est parce qu'il s'est particulièrement mal conduit, si je peux me permettre. Voilà. Donc, je crois que ça c'est l'espèce de violence produite par des situations extrêmes, mais il ne suffit pas qu'il y ait des situations d'inégalité extrême pour qu'il y ait de la violence. Il faut qu'il y ait des facteurs déclenchants. Et d'ailleurs, les autorités le savent. Elles ont un grand souci de contrôler tout ça, la police, le rôle des médias, pour éviter que ça explose. Les acteurs radicaux, alors là-dedans, il y a les acteurs radicaux. Des acteurs qui vont construire des théories de l'action violente, qui vont appeler à l'action violente, qui vont justifier l'action violente.
là je vais dire des choses un peu moins agréables. Les acteurs radicaux qui appellent cette violence ou qui théorisent cette violence, généralement ne viennent pas des groupes concernés par les plus grandes inégalités. En tout cas, dans la plupart des cas, ils sont en décalage par rapport au groupe dont ils parlent. C'est-à-dire que, pour dire les choses simplement, les acteurs qui vont fabriquer une théorie de la violence, une légitimation de la violence, en général, on a quand même beaucoup de biographies là-dessus, sont décalés par rapport au groupe dont ils parlent. Ils ne sont pas c'est pas la petite racaille de banlieue. C'est quelqu'un qui a fait des études, c'est quelqu'un qui est allé ailleurs, c'est quelqu'un qui a voyagé, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est décalé par rapport au groupe dont il parle. Et d'une certaine façon, beaucoup d'enquêtes montrent que les acteurs qui vont essayer de donner un sens radical à tout ça ont des parcours que les sociologues appelleraient dissonants, des références multiples, des origines multiples, mais l'idée un peu enfantine selon laquelle la théorie de l'action surgirait du groupe concerné lui-même est une théorie qui ne tient pas. Qui ne tient pas. Alors, ce que je dis là, à l'abri de la Sorbonne, est beaucoup plus difficile à dire dans une maison de jeunes d'un quartier compliqué où, évidemment, il faut garder l'idée que toutes ces théories surgissent du cœur du quartier, mais c'est pas vrai. Elles ne surgissent pas du cœur de ce quartier. La plupart d'entre eux ont étudié, ont voyagé, ont eu des parcours de mobilité. Bref, ils sont devenus des intellectuels. Et c'est une question que les sociologues ont du mal à gérer parce que on aimerait bien avoir une image toujours forte et positive des intellectuels. Or, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Très souvent, vous avez des parcours dissonants, des parcours décalés, et très décalés même par rapport à la communauté dont ces gens se réclament. Voilà. Ce qui fait d'ailleurs que pendant très longtemps, il était la rhétorique réactionnaire invalidait les théories radicales en disant c'est des théories de marginaux, de lumpenprolétariat, d'intellectuels, de faux intellectuels, de faux savants. Évidemment, Marius dans Les Misérables, voilà, pour reprendre cet exemple minable. C'est pas un ouvrier, Marius dans Les Misérables, c'est quelqu'un qui a lu. Il y a des... Voilà, les Carbonari italiens sont des gens, enfin... Carbonari italien, ça vous dit rien? C'est des gens qui ont posé des bombes pendant tout le 19e siècle en Europe jusqu'à l'indépendance italienne et qui étaient des petits nobles, des curés défroqués, comme Staline, quoi, qui était lui-même un curé défroqué. Enfin, voilà. Donc, il y a quelque chose de très particulier dans ceux qui produisent ces théories, c'est que ils parlent au nom d'un groupe dont en réalité ils ne sont pas véritablement. Alors je peux même prendre des exemples tout à fait désagréables, mais rappeler que Ben Laden c'est pas un prolo, c'était une grande famille saoudienne, et que Guevara était d'une grande famille de la bourgeoisie de Cordoba. Bon, c'est tout à fait à son honneur de vouloir se battre pour le peuple, mais il n'est pas le peuple, et encore moins le peuple cubain d'ailleurs, puisqu'il était argentin. Voilà. Donc, premier problème, c'est pas les inégalités. Si je voulais donner un peu de sens théorique, ce ne sont pas les inégalités comme telles qui produisent la violence, c'est probablement cette conjonction très particulière où les inégalités sont un scandale moral. Ce qui, je le répète, n'est pas
le cas banal des inégalités. Il faut qu'il y ait un scandale moral sur les inégalités. Ça se déclenche parce que le contremaître s'est mal conduit, parce que les flics s'est mal conduits, etc., etc. La deuxième chose, c'est que ceux qui produisent une théorie de cette violence, soit une théorie parce qu'ils écrivent des livres, soit une théorie parce qu'ils font des discours et qu'ils disent aux gens « vous avez raison de vous battre et d'y aller », ces gens-là ne sont généralement pas les produits de la communauté, ils sont plutôt dans des situations intermédiaires. Donc la pensée radicale, dans l'action, je ne parle pas de la pensée radicale au Collège de France, je veux dire la pensée radicale de ceux qui parlent dans les meetings, dans les mosquées, dans les écoles, enfin de ceux qui parlent aux gens qui vont agir, vient plutôt d'intellectuels prolétarisés, et on a, après tout, ça nous confronte à des problèmes désagréables. Voilà, moi j'ai éprouvé ça parce que ça nous renvoie à la question du ressentiment, par exemple. Alors on n'est pas mal à l'aise quand il s'agit de faire le portrait des intellectuels, on peut mettre des guillemets, ça ne change rien, qui se retrouvent autour du parti nazi dans les années 20 et qui sont vraiment des gens et qui ont fait des études et qui sont alcooliques et qui sont ruinés et qui sont homosexuels, enfin qui ont tout pour plaire dans le genre anomique d'une certaine façon. Là, on n'est pas malheureux pour dire que leur théorie de la violence est une théorie du ressentiment. Hein, la violence va redonner de l'unité à un monde qui pour eux n'en a plus, est devenu fou, ne les reconnaît pas, etc., etc. Donc on a des livres sur Hitler, peintre raté, sur Goebbels, on en a plein sur Göring, qui est toxicomane, etc. Bon, on a tout ce qu'il faut. La question qui se pose, c'est quand même qu'il y a des intellectuels officiels qui vont finir par rejoindre ça. Alors, je ne suis pas un spécialiste d'Heidegger, mais il semble que ses dernières œuvres montrent qu'on n'a pas fait de violence. Bon. Je pense à quelqu'un que personne ne discute aujourd'hui et qui, moi, me coince un peu, c'est Negri. Bon, Negri, c'est quand même quelqu'un qui, dans toutes les années 70 en Italie, a dit il faut tuer les patrons, les contremaîtres, Bon, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui l'ont fait, qu'ensuite Negri a dit « Ah oui, mais moi je suis contenté de dire, on ne peut pas quand même me condamner pour ce que j'ai dit. » Ben, bien sûr que non, mais... voilà. Et Negri n'est pas un marginal intellectuel, c'est l'aristocratie intellectuelle italienne, classique, bien intégrée. Heidegger n'est pas un marginal de l'université. Et on pourrait en trouver un grand nombre, notamment d'ailleurs du côté des appels à la violence conservateurs. Après tout, on a toujours cette idée que les conservateurs n'ont pas besoin de théorie. Si, ils ont besoin de théorie, eux aussi, de la contre-révolution, de la répression, etc. Donc, il y a quand même quelque chose qui nous obligerait à faire une sociologie des intellectuels et une sociologie, au fond, des intellectuels singuliers, parce qu'on n'aura jamais d'échantillon là-dessus, mais on doit bien reconnaître qu'il y a des formes de régularité. En réalité, si on voulait donner du sens à ça, je crois que ces théories de la violence sont des théories qui pensent, et ça donne raison à Fanon, même si... au fond, c'est des modèles Fanon. C'est l'idée selon laquelle la violence accouche d'un sujet historique qui n'est pas encore là. Voilà. Il faut réveiller le peuple russe, dit Raskolnikov. Et on va réveiller le peuple russe en posant des bombes. Ces bombes enclencheront une répression qui réveillera le peuple russe qui s'endort. Bon. On va réveiller la classe ouvrière italienne en posant des bombes qui réveilleront la répression, qui réveillera la classe ouvrière italienne qui est en train de se laisser endormir par la consommation et la social-démocratie. J'ai eu beaucoup à fréquenter, étant donné ma localisation bordelaise, des étudiants proches des TA. On ne parle plus des TA, c'est très bien.
La théorie d'ETA, c'est ça. C'est la répression qui va réveiller le peuple basque. C'est pas la violence. La violence n'est pas l'expression du peuple basque. La violence, c'est ce qui doit réveiller le peuple basque. Donc il y a une vraie théorie chez tous ces intellectuels, d'une certaine façon, qui est une théorie assez profonde, qui consiste à dire, avant qu'il y ait le mouvement ouvrier, on a des anarchistes qui posent des bombes pour créer un acteur ouvrier qui n'existe pas, et quand l'acteur ouvrier disparaît derrière la routine social-démocrate, on va reposer des bombes en Allemagne et en Italie dans les années 70 pour réveiller cet acteur révolutionnaire qui s'est endormi. De même qu'on va réveiller le peuple basque en obligeant les gens à choisir, parce que c'est de ça qu'il est question. Si je pose des bombes, il faudra bien choisir ton camp. Ou tu seras basque, ou tu seras Felipe. Felipe, ça veut dire espagnol. Bon. Les Basques beaucoup de Basques ont moyennement apprécié de se trouver, je dois dire, dans cette situation. Mais vous avez là un modèle de déclenchement de l'action qui est très loin de la violence émeutière, qui est très loin de la violence des inégalités, qui peut-être même n'a aucun rapport direct avec les inégalités. Dire, le radicalisme que j'évoque ne pense pas tellement en termes d'inégalité directement. Il veut réveiller un acteur qui dort, ou produire un acteur qui dort. Bon, je rappelle que les Black Panthers, qui ont été pas tellement violents aux États-Unis, mais qui ont été réprimés beaucoup plus violemment qu'ils n'ont produit eux-mêmes de violence, les Black Panthers ont été exactement dans ce modèle théorique. Nous allons, par la violence, réveiller le peuple noir qui se laisse endormir par le mouvement des droits civils, par cette espèce de mollesse démocratique qui n'aboutira pas. Donc il y a quelque chose qui nous oblige à ne pas penser seulement en termes de structure sociale, d'inégalité, d'injustice. C'est plus que ça. Et d'ailleurs, ce sont moins les inégalités qui sont visées que pour employer un vieux mot du vocabulaire social qu'on n'emploie plus, que l'oppression. C'est l'oppression qui est visée. Ce n'est pas tellement les inégalités, c'est l'oppression. C'est ce qui empêche le peuple, la classe, l'acteur, d'assumer le rôle. C'est ce qui oblige à ne pas se taire. Voilà. C'est ce qui oblige à ne pas se taire. La nation ne doit pas se taire, le peuple ne doit pas se taire, la classe ouvrière ne doit pas se taire, et la violence va l'obliger à se réveiller. Voilà. C'est une opération dont on aurait beaucoup de mal, je le signale, qu'on aurait beaucoup de mal à corréler simplement avec des inégalités sociales. Si je prends le terrorisme italien, jamais l'Italie ne s'est portée aussi bien, y compris d'ailleurs sur la qualité de son cinéma, que dans les années 70. Jamais le terrorisme espagnol culmine, c'est très intéressant, le terrorisme basque culmine dans les années de démocratie qui suivent la mort de Franco. Tant qu'à Franco, au fond, on n'a pas tellement besoin d'être violent. Franco suffit. Mais quand Franco disparaît et qu'on a ces crapules social-démocrates qui le remplacent et qui sont prêtes à discuter avec les Basques, là, il faut mettre des bombes pour que le peuple ne se laisse pas endormir par des promesses fallacieuses. Quant à l'Allemagne des années 70, c'est pas franchement l'Allemagne de l'Ouest. Elle n'est pas le pays des inégalités sociales et de la misère. Donc voilà, il faut accepter ce qui est un problème pour des sociologues, que c'est le verbe qui crée l'action, que les sociologues aiment bien penser que les conditions sociales expliquent l'action. Eh bien, j'ai le sentiment là qu'on a un peu de mal, mais je parle très librement. Peut-être que je dis une bêtise, mais j'ai l'impression que c'est quand même ce qui se passe dans la tête des acteurs qui là devient essentiel. Alors, je peux évoquer à ce propos des entretiens que j'ai faits avec 3 personnes qui s'appellent Nordine, Ahmed et Nassira, dans une enquête où on prenait des gens au hasard, on a fait 300 entretiens,
de gens qui sont a priori discriminables. Voilà. Parce que leur religion, leur couleur de peau, ou leur sexualité, ou leur sexe fait qu'ils peuvent être discriminés. Et on a demandé à ces gens, racontez-nous ce qui vous arrive. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'écrasante majorité des gens vous disent une chose un peu étrange. Ils vous disent, je sais que je suis discriminé, mais c'est une expérience incertaine. Je sais que je suis discriminé, mais je n'en suis jamais vraiment sûr. Est-ce qu'on m'a dit ça parce que je suis noir? Est-ce qu'on m'a fait ça parce que je suis homosexuel? En fait, dans l'écrasante majorité des cas, je ne le sais pas. Et ça pose, c'est une expérience qui est à la fois évidente, mais on ne le sait jamais véritablement. Est-ce qu'on m'a refusé ce poste à cause de ma couleur ou de ma religion? Au fond, je peux m'en douter, mais j'en suis pas vraiment sûr, puisque dans la plupart des cas, on ne m'a pas dit on ne veut pas d'arabe. Voilà. Et puis, on a rencontré des personnes pour lesquelles la question ne se pose pas. Ils se définissent, parce que j'appelle une expérience totale, ils se définissent comme étant totalement définis par la discrimination. Ils seraient un peu comme le juif de Sartre dans la question juive, ils sont uniquement définis par la discrimination qu'on exerce sur eux. C'est-à-dire que, je vais raconter les histoires parce qu'elles sont extrêmement intéressantes. Alors, je voudrais bien me faire comprendre, la plupart des gens disent, bien sûr je suis discriminé, bien sûr je rencontre des racistes, bien sûr je rencontre des imbéciles, mais ce n'est pas la totalité de ma vie. Voilà. Tandis que là, on tombe sur des personnes qui vous disent, c'est la totalité de ma vie, je suis totalement défini comme ça. Pour employer le vocabulaire interactionniste, je suis totalement défini par le regard de l'autre, et le regard de l'autre est hostile. Point. Voilà. L'affaire est bouclée. Alors, le cas de Nordine est intéressant. C'est un garçon qui a 35 ans, qui est né dans un quartier difficile d'une petite ville du sud-ouest où on avait regroupé des harkis. Bon. Et qui raconte sa scolarité. Et quand il raconte sa vie, alors ce garçon a réussi. Hein. Il a réussi, son père est un travailleur du bâtiment, il a 6 frères et sœurs, il a obtenu des diplômes d'infirmier, il a monté une entreprise, il possède plusieurs ambulances, enfin, il est prospère. Bon, voilà, il aurait... Voilà. Mais quand il raconte sa vie, c'est à côté, le roman de Richard Wright, qui s'appelle L'enfant du pays, Native Son, est une sorte de conte pour enfants. Enfin, je veux dire, il y a un exemple. Il dit, on prend à l'école, je travaillais bien. Le maître me faisait des compliments. Mais j'étais pas dupe. Je comprenais bien qu'il faisait des compliments en arabe pour humilier les Français. Bon, on se dit pas parano, mais... Ouais, bien sûr, j'avais des copines françaises, j'avais des histoires d'amour avec des copines françaises. Mais j'étais pas dupe. Elles faisaient ça pour emmerder leur père. Bon, et alors je parle tout. Bien sûr, j'avais des copains français, mais en fait, ils voulaient avoir un copain arabe pour montrer qu'il n'était pas raciste, parce qu'il était. Bon, je dis pas que c'est pas vrai. Je parle de l'hypothèse de la bonne foi. Je dis, il interprète le monde à travers une grille comme ça. Évidemment, ça se termine par j'ai une barbe, je vis en djellaba, ma femme est voilée, et je suis un étranger en France, et il n'y a que la violence qui réglera cette situation. Voilà. C'est dit comme ça. Alors, l'entretien est très, très long, mais je pourrais raconter tous les événements dont certains vous demandez comment ils peuvent être interprétés comme des formes de racisme ou de discrimination, mais il a une sorte de... Il s'est construit. Voilà. On peut dire qu'il s'est construit à travers ce thème des discriminations. C'est d'autant plus intéressant qu'on a interviewé son frère, qui a à peu près le même âge, qui a la même histoire, la même école, les mêmes... Et le frère raconte la même histoire totalement à l'envers. Il dit, l'instit était sympa, il me faisait des compliments. Oui.
Les flics nous arrêtaient tout le temps parce qu'ils sont racistes. Les flics nous arrêtaient tout le temps parce qu'ils sont racistes, mais aussi parce qu'on faisait des grosses bêtises. Petit détail. Voilà. J'ai épousé une Française, mais elle n'a pas fait ça uniquement pour emmerder son père. Vous voyez, bon. Ouais. Donc vous avez. C'est très troublant parce que c'est un cas d'école d'une certaine manière. Vous avez deux frères qui ont la même histoire et qui vivent leur histoire d'une manière totalement différente. Donc Nordine, lui, il a une expérience totale. Ahmed, il est d'un quartier de Lyon. C'est un bon étudiant. C'est un bon étudiant. Il fait des études d'histoire à Lyon. Et lui se vit comme un musulman en terre de croisée. Donc lui, dans une pure rhétorique religieuse, vous êtes des croisés. Alors, j'y reviendrai. Vous êtes des croisés. On est un peu troublé quand on fait l'entretien d'entendre parler de Godefroy de Bouillon. On croyait que c'était terminé. Mais non, c'est pas terminé du tout. Bon, je laisse de côté. Je n'appartiens pas à votre monde. Et c'est lui dont aujourd'hui, je préférerais ne pas l'interroger parce que je me demanderais quand même ce qu'il va faire. Le type s'enferme, etc. Nassira est une fille, plutôt elle de classe supérieure, qui a une thèse de chimie, qui est très, très élégante, très jolie, qui a tout pour ne pas être discriminée, si je peux me permettre. Parce que quand on étudie la discrimination, il y a des facteurs qui poussent à la discrimination et des facteurs qui poussent à ne pas l'être. Et quand on fait des enquêtes, on s'aperçoit que, je voudrais que les filles de cette salle me le pardonnent, mais que le fait d'être une jolie fille, ça neutralise beaucoup les effets des discriminations. Voilà, il faut mieux être une jolie fille qu'un garçon moche, quoi. Donc, voilà, bon, à compétence égale. Voilà. Bon. Cette fille arrive avec un foulard très très élégant, voilà, et elle est indigène de la République, elle appartient au groupe des indigènes de la République, et elle nous explique que le lendemain de sa thèse, il y avait un poste, il y avait deux candidates, une blonde et elle. La blonde a été prise et qu'elle a basculé. Tout s'est révélé, enfin, toute son histoire, qui était une histoire sans discrimination, dit-elle, aucune. Je ne sais pas si... Hein, brutalement, bascule, et elle comprend qu'elle ne sera jamais en France qu'une descendante d'esclaves, qu'une musulmane, qu'elle n'était pas, mais qu'elle va devenir, et elle tient des propos extrêmement radicaux, teintés chez les indigènes de la République, d'un mélange de salafisme et de trotskisme, qui est un truc un peu composante un peu étrange, mais ces trois personnes, je voudrais le dire parce que ça compte quand on fait les entretiens, sont extrêmement intelligents. C'est vraiment... vraiment, c'est vrai. Évidemment, comme tous ces gens ont une vision du monde incroyablement rationnelle et organisée, c'est-à-dire que quand vous faites un entretien, il n'y a pas de faille. Vous dites à Nordine, mais quand même, vous pensez que les filles étaient amoureuses de vous uniquement, et pof, il va immédiatement trouver un exemple, une illustration, ou vous sortir un psychanalyste qui a expliqué que, enfin bon, vous en sortez pas. Donc vous avez ces trois individus, alors que les autres vous racontent des histoires de vie. Eux, leur vie est une théorie. Je sais pas si leur vie est une théorie, où ils ont théorisé leur vie, ils ont construit vraiment un rapport au monde très très particulier. Alors ce rapport au monde, il a des choses intéressantes. Premier thème, ils refusent tous le thème des discriminations. Tous disent, au fond, je ne suis pas discriminé. Même Nassira dit, j'ai compris qu'on avait eu raison de ne pas me recruter, parce que pour être discriminé, il faut être égal. Et nous sommes dans une société où nous ne serons jamais égaux et où notre différence est irréductible. Ils détestent tous les beurs. Ça les fait... C'est répugnant, les beurs. Vous savez, les beurs, c'est les petits gamins de banlieue
arabe, né en France, parlant français, qui voudrait bien rentrer dans la société française et qui consomme à la française, qui écoute qui sont comme vous et moi, si je peux me permettre, ils les détestent. Parce que ce sont des harkis, ce sont des gens qui sont abandonnés. Il y a même une phrase où Nassira dit quand les Français préfèrent recruter Jean-Philippe à Mohamed, ils ont raison, parce que même si Mohamed fait des efforts, il ne sera jamais comme Jean-Philippe. Nos identités sont irréductibles. C'est troublant d'entendre ça. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du tout d'égalité, d'inégalité. On est tout simplement, on est ontologiquement, si je peux me permettre d'utiliser ce mot dans cette assemblée, différents. On n'est pas de la même nature, on n'a pas le même... Voilà, on n'est pas... C'est pas possible. Bon, et donc, il vous dit, cette recherche d'égalité, et je signale d'ailleurs que l'un fait des bonnes études, l'autre a une entreprise appartenant aux classes moyennes, et la troisième a une thèse, et je ne suis pas inquiet pour son avenir social, ce pas des gens qui ont des problèmes d'égalité. C'est des gens qui ont des problèmes, c'est des gens qui affirment une identité irréductible, qui est à la fois le produit d'une histoire, d'une tradition, d'une religion, et le produit d'une guerre. Alors évidemment, au début, ça fait drôle de vous entendre dire par des gens qui ont la même carte d'identité que vous dans la poche, vous les Français, vous... J'avais pensé, moi, à ça. Bon, je veux dire, pour le chercheur, c'est une expérience bizarre de découvrir qu'il est à son tour une minorité, si je peux me permettre, même si c'est une minorité majoritaire. Bon. Mais vous êtes dans ce thème-là. Deuxièmement, évidemment, donc, c'est l'affirmation, alors que les gens discriminés, les autres, les centaines d'autres, vous disent « mais je suis comme vous, mais je suis votre égal, vous me traitez injustement. C'est parce que je suis comme vous et votre égal que vous me traitez injustement. » Ces gens disent « mais je ne suis pas comme vous du tout. Donc vous ne me traitez même pas injustement. Je ne suis pas discriminé. » Ce qui fait d'ailleurs que ça produit des choses tout à fait extraordinaires. Chez Nassira, mais je connais d'autres Nassira qui sont plutôt en haut de la hiérarchie sociale et qui manifestent un sentiment de discrimination, enfin de différence absolue, tout en ayant tous les signes extérieurs, prof de fac, petits détails qui ne conduisent pas à la marginalité absolue. Mais une sorte de radicalisme de l'identité. Deuxième point, évidemment, nos ennemis, nos adversaires, c'est pas du tout les inégalités sociales, c'est pas du tout les patrons, c'est pas du tout le ghetto. Nos adversaires, c'est les gens dont l'histoire, la culture nous ont écrasés, nous ont dominés, nous ont niés. Donc, vous êtes dans un débat, vous les Français, vous les Blancs, vous les chrétiens, ce qui est très troublant d'ailleurs, c'est que, mais c'est une expérience qui n'est pas négligeable. On vous accuse d'être chrétien, comme au fond nous le faisons souvent à l'égard de gens qui viennent du Maghreb, que l'on taxe de musulmans, alors qu'on sait statistiquement que la moitié d'entre eux mangent du porc, boivent de l'alcool et font le ramadan comme d'autres font Noël. Enfin, mais vous êtes assignés. Les ennemis, ce n'est pas des ennemis de classe, si je peux me permettre. Ce n'est pas des ennemis en termes d'égalité. Et j'expliquerai pourquoi ça crée du radicalisme. En particulier parce que l'égalité, c'est négociable et que l'identité, ça ne l'est pas. Enfin, c'est aussi bête que ça. Quant à la totalité, au principe de totalité, si vous voulez, c'est-à-dire au nom de quoi on mène ce combat, puisqu'on est soi-même un combat. On est un mouvement social à soi tout seul. Tous ces gens sont des mouvements sociaux tout seuls. Alors il y en a qui appartiennent à des mouvements comme Nassira, mais ils sont des mouvements sociaux tout seuls. Évidemment, c'est l'appel à une communauté réconciliée. Alors cette communauté réconciliée, c'est l'Oumma, en tout cas, c'est une communauté hors du monde. C'est pas du tout une communauté dans le monde. Alors, communauté hors du monde, qui peut être une communauté des damnés de la terre. Évidemment, le thème musulman est très commode là-dessus parce qu'il est à la fois
Les musulmans sont à la fois les damnés de la terre et les élus de Dieu. Donc, c'est des vieux thèmes qu'on appelait chiastiques dans la sociologie des religions, c'est-à-dire les premiers seront les derniers. D'ailleurs, la pensée communiste, les derniers seront les premiers. D'ailleurs, la pensée communiste est un thème chiastique profane, banal. C'est-à-dire que plus vous êtes exploité, plus vous êtes l'avenir du monde. Bon, voilà. Donc, vous avez un type de pensée. Ces gens, je voudrais le dire, pour bien sûr, ils sont intelligents, sympathiques. C'est pas sûr, mais ils sont intelligents. C'est pas. Je voudrais bien faire comprendre qu'il n'y a rien qui crée un soupçon de trouble mental. Hein. Ce sont des gens qui se sont construits de cette manière. Et ce que je veux simplement dire, c'est que ces gens, ils se construisent de cette manière, et que dans cette manière de se construire, le thème des inégalités sociales n'apparaît tout simplement pas. Non, pas. Quand Nourdine décrit le quartier de son enfance, qui est un quartier, qui est un ghetto, il le décrit comme un ghetto, pas comme un quartier de pauvres. C'est un quartier d'Arabes. Les autres personnes discriminées vous disent toujours « je suis discriminé, mais il y a bien des Français qui sont aussi pauvres que moi, pas mieux traités, etc. » Là, ça ne peut pas apparaître. Vous êtes dans une construction très, très, très particulière. Je n'en connais pas les aboutissants, les tenants et les aboutissants théologiques, mais c'est une vision rationnelle. Quelquefois, d'ailleurs, la pratique religieuse est assez détendue. Enfin, je veux dire, je crois aucune. Si peut-être Ahmed est très religieux, mais les autres ne sont pas des bigots du tout. Mais ils sont construits complètement de cette façon. Le hasard, enfin pas le hasard, la technique de recherche fait qu'on a organisé des débats entre Nassira et un groupe de militants qui sont proches de ce qu'on a d'un mouvement antiraciste dans lequel les gens d'origine maghrébine sont très majoritaires, qui s'appelle le boulevard des potes, qui sont les héritiers de touche pas à mon pote et de ce genre d'affaires. Évidemment, c'est un clash d'une violence extrême. Parce que tous les gens du boulevard des potes disent mais arrête, tu es en train de nous imposer une identité que nous on ne veut pas. Nous, on ne veut pas être ce que le regard des racistes nous impose d'être, et toi, tu nous l'imposes de manière encore plus violente. Tu nous obliges à être musulmans, arabes, etc. Et à revendiquer ce qu'on n'aime pas dans notre propre culture et dans notre propre communauté. Alors ça s'est terminé de manière assez amusante. J'avais dit aux gens, alors, qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Votre identité, c'est quoi ? Je me souviens d'une jeune femme d'origine africaine qui dit, moi, je suis bretonne. C'est-à-dire, moi, j'ai décidé que j'étais bretonne, parce qu'après tout, je suis africaine, mais j'ai vécu en Bretagne, et en clair, je t'emmerde. En clair, je choisis de me définir moi-même. Et donc, les gens se sont tous définis, et aucun ne s'est défini, évidemment. Tous ces gens qui sont, eux, très sensibles au thème des inégalités, aucun ne s'est défini comme je suis musulman, arabe, je suis vu comme ça, mais moi, je n'ai pas du tout envie d'être réduit à cette manière d'être vu, alors que les autres le revendiquent. Si je regarde maintenant un peu l'histoire. Alors, si je fais allusion au grand sociologue Manuel Valls, qui dit qu'il ne faut pas pratiquer une sociologie de l'excuse parce que les inégalités n'expliquent pas tout, je crois que, il ne faut pas le répéter, mais il a raison. C'est pas parce qu'il y a de la mouise dans les banlieues qu'il y a du terrorisme. Ça, ma conviction est absolument faite. En même temps, où le grand sociologue Manuel Valls a tort, c'est que, évidemment, ces théories radicales donnent du sens à des expériences. C'est ça le problème. Vous avez une offre et une demande. Vous avez une expérience d'inégalité et vous avez une offre idéologique. Et je crois que l'offre idéologique et l'expérience d'inégalité sont totalement disjointes. Mais il arrive que l'offre et la demande se rencontrent. Le marxisme n'a pas été inventé dans les usines d'Engels à Manchester. Mais il y a un moment où ça a fini par se rencontrer à travers des syndicats, des machines, des organisations, etc. Donc,
il faut bien distinguer l'offre et la demande. C'est pour ça que ces trois portées, c'est pour dire, ça c'est l'offre idéologique. La demande, elle n'est pas de cet ordre. Alors, on peut le montrer en regardant ce qui s'est passé. En 83, il y a des émeutes au Minguette, qui est une cité à côté de Lyon, des émeutes classiques. La police, violente, elle tire sur un type qui s'appelle Toumi Djaïdja, qui prend une balle dans le ventre. Et Toumi Djaïdja, qui est un type vraiment formidable, sort de l'hôpital et dit, bon, on arrête ce cycle de la violence, on va lancer un mouvement pour l'égalité contre le racisme, c'est-à-dire contre les inégalités sociales, contre les discriminations, un mouvement social. Social au sens, on n'y parle pas de religion, on n'y parle pas d'identité. Nous sommes français, l'hymne de ce mouvement, enfin il faut le rappeler, c'est la chanson de Charles Trenet qui s'appelle 12 France. Il faut quand même, aujourd'hui, si vous allez dans une banlieue et dire ça, vous allez vous faire très mal accueillir. Bon, alors qu'est-ce qui fait qu'il bascule de ce côté? Qu'est-ce qui fait qu'il bascule du côté égalité, démocratie, lutte contre les discriminations, lutte contre le racisme? À mon avis, ce n'est pas la situation. La situation des Minguettes, j'ai vécu aux Minguettes pour faire cette enquête. À ce moment-là, c'est une situation qui n'a rien à envier à celle d'aujourd'hui. Je veux dire, c'est la pauvreté, c'est la ségrégation, c'est la police brutale, c'est l'échec scolaire, enfin... peut-être que ça s'est dégradé, mais nous ne nous racontons pas d'histoire. C'est pas le paradis sur Terre. Je crois qu'il s'est passé quelque chose qui fait qu'il y a eu une offre de sens qui s'est greffée sur cette expérience. Cette offre de sens, c'est d'abord une offre étrangement religieuse et qui est venue du curé du quartier. Tous ces gamins sont musulmans, enfin, fort peu pratiquants pour la plupart, mais aucun n'est chrétien. Et c'est un père qui s'appelle le père de l'Orme, qui s'occupe de mouvements de jeunes, etc., et qui devient, au fond, l'opérateur qui va leur dire, il y a d'autres manières, il y a d'autres choses à faire que de se battre contre la police, etc., etc. Bon, etc. Il y a un coup politique qui est fait par le baron noir du PS à l'époque, qui était Julien Drey. Je fais allusion à ce feuilleton, vous avez peut-être vu sur Canal+, qui est formidable, parce que vous avez le sentiment que depuis 15 jours, la réalité imite le feuilleton. Donc, vous avez un coup politique. Nous, PS, on a intérêt à contrôler, mobiliser, aider ce mouvement, etc., etc. Le coup de la petite main en plastique. Bon, voilà. Il y a un intérêt politique. Il y a plus que ça. Il y a une offre politique. Mitterrand les reçoit à l'Élysée. Hein, les gueux sont reçus par le prince à Versailles. Bon, c'est pas rien. Il y a le soutien de l'opinion publique, qui est extrêmement favorable, avec une bonne maîtrise des médias, des images sympas. Ils marchent, ils font de la mobilette, les gens les accueillent dans les maisons des jeunes. Enfin bon, il y a une sorte de fête de la fraternité. Le thème musulman est absolument résiduel. La seule chose qu'en disent les jeunes que je connaissais bien à l'époque, c'est qu'il faudrait quand même que nos parents aient le droit d'aller prier en dehors, ailleurs que dans des caves sordides, au fond des HLM. Mais ils ne parlent pas de prier eux. La plupart du temps, ils ne parlent pas de prier eux. Bon. Ça a été, au fond, le basculement d'une situation d'inégalité, de discrimination extrême vers un mouvement style civil rights, enfin un mouvement démocratique, égalitaire démocratique, contre les inégalités, égalitaire démocratique. Il y a 3 ans, j'ai été invité, parce que le hasard fait que j'avais participé à cette marche, comme sociologue, j'ai été invité à une cérémonie de commémoration de cette marche. Et c'est un des pires souvenirs de ma vie. Parce que cette marche, pour le public qui était là, c'était un mouvement de collabo, de harkis. Il y avait des gens qui avaient formé un groupe qui était « Nous ne marcherons plus ».
c'était une honte, ce mouvement. Farida Belgoul, qui avait manifesté, qui avait participé à ce mouvement en 83, faisait maintenant partie des groupies du fasciste, là, comment il s'appelle, Soral, basculé vers l'extrême droite. Elle a le charme de combiner l'extrême droite française et l'intégrisme musulman. Je me suis fait traiter de sale blanc, enfin, etc., etc. Et j'ai été j'ai mal vécu, je veux dire. Au moment où on est sociologue, on se dit que c'est dur. Mais ce qui m'a frappé, c'est que les gens qui étaient là, qui n'avaient pas connu ce mouvement-là, et le AIC était au plus loin de ça et expliquait d'une certaine façon que ça s'était radicalisé parce que tous les opérateurs qui avaient tiré vers le mouvement démocratique, entre guillemets, avaient disparu. Il n'y a plus d'opérateurs politiques dans les banlieues. Il n'y a plus d'opérateurs idéologiques. Il n'y a plus de pères de l'homme, il n'y a plus de curés, il n'y a plus de travailleurs sociaux. Je veux dire que ces médiateurs qui sont, par exemple, dans les communautés noires américaines, les pasteurs en général, qui jouent ce rôle de ramener vers la paix, etc., ont complètement disparu. Il y a la venue de migrants plus éloignés. Il y a un livre que tous les sociologues n'ont pas apprécié, mais que moi j'ai bien apprécié, de Lagrange, qui raconte que aujourd'hui il y a quand même l'arrivée de migrants subsahariens qui viennent de mondes encore plus éloignés que le nôtre, etc., et que ça crée des tensions très très fortes dans les banlieues, puisque les premiers venus, ce qui est un mécanisme classique, veulent se distinguer des derniers venus, et ce qui durcit les relations communautaires. Il n'y a pas de réponse politique. Après tout, on est passé de « je vais vous nettoyer », de « je vous accueille à l'Élysée » à « je vais vous nettoyer au Karcher ». Enfin, quand même, c'est vrai que c'est pas sympathique. Bon, il y a la montée du Front National qui fait que ces gens sont devenus un enjeu politique, ce qui n'était pas à l'époque. C'était vraiment, ils sont devenus un enjeu politique. Et comme le disent beaucoup de gens, beaucoup de personnes dans notre enquête, ils disent « moi, dans la vie, au fond, j'ai pas tellement de problèmes, mais quand je regarde la télé, je découvre que je suis un problème pour les autres. » Il faut quand même rappeler que la plupart des gens disent, enfin la majorité des gens disent, j'ai du boulot, j'emmène mes enfants à l'école, je vais au cinéma, bon, je vis. Mais quand j'ouvre la télé, je me rends compte que le fait de s'appeler Mohamed, je pose un problème. Alors que moi, des problèmes, d'une certaine manière, j'en ai pas. J'en ai pas tant que ça. Voilà. Donc, il y a un vrai renversement qui fait que, à mon avis, quand j'ai passé cette soirée, on voit très bien que les Nordine, Ahmed et Nassira que j'avais interrogés étaient les seuls capables de fournir une explication à ce que vivaient ces gens. C'était plus du tout la gauche progressiste, laïque, sympathique, chrétienne de gauche, antiraciste, etc. Le thème antiraciste est devenu un thème odieux dans ce monde-là. Un thème odieux. On n'est pas antiraciste. On assume complètement le fait qu'on vit dans une société racialisée, etc. Donc, à mon avis, ce qui a changé, c'est pas tellement la situation qui a changé. C'est l'offre idéologique de ce monde-là, qui est évidemment largement déterminée par le fait, parce qu'on ne peut pas en rester là, par le fait que les revendications des minorités en France sont une telle violence, ne sont pas d'une telle violence, mais sont une telle violence pour les majorités, que celles-ci produisent des discours, etc. Donc vous avez, je ne devrais pas dire ça comme ça, parce que ce n'est pas moralement juste, vous avez une sorte de face-à-face identitaire entre le Front National et eux. Ils finissent par raisonner de manière symétrique inverse. En conclusion, parce il me reste quelques minutes, et puis ça a été assez long déjà,
En conclusion, je voudrais dire qu'il me paraît y avoir sur le plan philosophique, et philosophique au sens de la philosophie pratique, de la philosophie que l'on vit, au fond, une assez grande distance entre le problème de l'égalité et le problème de la reconnaissance. Je crois que tant qu'on est dans le problème de l'égalité, des inégalités et de l'égalité, d'une certaine manière, on n'est pas tellement dans un problème de radicalisation et de violence. Pour qu'il y ait radicalisation et violence, il faut qu'il y ait des enjeux de reconnaissance et d'identité. Et en particulier parce que les inégalités sont d'une certaine manière à peu près presque toujours négociables. Les identités ne sont pas négociables. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes dans une situation si désagréable, pour dire les choses, c'est qu'on voit bien comment, tant que vous êtes dans des problèmes du style comment on va partager la rente, comment on va redistribuer l'impôt, etc., etc., les gens raisonnables finissent toujours par trouver des compromis et par s'entendre. Mais quand il s'agit de discuter de qu'est-ce qu'un vrai Français, de qu'est-ce qu'un pas vrai Français, il n'y a plus rien de négociable. Quand vous êtes en train de discuter de ce que c'est qu'un vrai musulman ou un pas vrai musulman, il n'y a plus rien de négociable. Et là, vous avez des logiques qui sont quand même fondamentalement plus radicales. Au fond, je crois que le radicalisme, c'est quand même le monopole du thème de l'identité, si je devais conclure. C'est quand on pense en termes d'identité, c'est-à-dire en termes de différences irréductibles, d'opposition de nature, que l'on rentre dans des rhétoriques de ce type. Évidemment, c'est très facile. Le raisonnement que j'ai fait là sur quelques jeunes personnes à pensée radicale dans un monde très inégalitaire, je pourrais le faire beaucoup plus facilement en vous prenant quelques idéologues d'extrême droite dans un monde populaire à décomposition. Là, je dois dire que ça serait encore plus facile de trouver du racisme d'extrême droite dans un monde prolétarisé de la Picardie. Là, il suffit d'aller au bistrot, si je peux me permettre, pour trouver ce genre de philosophie. Mais c'est plutôt dans cette logique de destruction des mondes, des systèmes de hiérarchie, etc., qu'on va trouver ça, plus que dans les inégalités proprement dites. Ce que je regrette, parce que je préférerais qu'on s'occupe que d'inégalités sociales. Mais bon, c'est pas moi qui choisis les sociétés dans lesquelles on vit. Voilà, je vous remercie d'avoir eu la patience d'écouter un exposé extrêmement décomposé. Merci à toi, beaucoup. Moi, je suis très, très, très impressionné par ton intervention, ta réflexion. D'abord, je ne peux pas ne pas dire que c'est une intervention extraordinairement brillante et c'est rare, quoi. Voilà, vous pouvez me le dire, c'est rare. Et ça fait plaisir que le discours académique puisse aussi être brillant. Voilà, je ferme ce point-là, mais je tenais à le souligner. Donc c'est un exposé, une intervention extrêmement brillante. C'est une intervention aussi très libre, très libre. Ça ne m'étonne pas de toi non plus, mais très libre à l'égard comment dire, des habitus disciplinaires. C'est pas tous les jours qu'un sociologue de ton importance, ta notoriété, explique posément, clairement, calmement, de façon convaincante, que l'explication par les inégalités, par les conditions sociales inégalisées, est courte. Voilà. Ce qui ne signifie pas qu'elle ne soit pas une explication, mais que pour rendre compte de ces phénomènes-là, on n'y arrive pas de façon, en produisant un schéma d'intelligibilité suffisant. Voilà, donc c'est une intervention très libre, sans tabou disciplinaire, avec laquelle je suis évidemment en quasi accord total. J'ai juste une question, je pourrais en poser 12, 20, mais je voudrais
laisser parler. Moi, j'ai juste une question sur la fin pour être sûr de bien comprendre ta position. J'ai un doute sur un point. Est-ce que ce qui fait qu'il y a radicalisation, qu'il peut y avoir radicalisation, c'est l'existence d'enjeux de reconnaissance et d'identité eux-mêmes, ces enjeux eux-mêmes, c'est-à-dire de façon objective, le fait qu'il y a, nous vivons dans une société dont certains des membres mettent en avant des enjeux de reconnaissance et d'identité non négociables, parce qu'il y a effectivement donc une demande de reconnaissance qui crée la difficulté, qui fait sortir de, disons, la demande d'égalité de la génération précédente. Donc est-ce que c'est ça Bien sûr que non. le point? Je ne crois pas, parce que, évidemment, à un certain moment, tu dis tout à la fin que la demande a changé, mais que l'offre aussi a changé. Et le changement de l'offre est évidemment très impressionnant. C'est-à-dire que la monopolisation des thèmes de l'identité comme différence irréductible, opposition de nature, etc., elle se fait à travers un discours qui lui-même est une cause de radicalité, c'est-à-dire le discours de, disons, salafiste, pour faire simple et vite et savoir de quoi on parle, et du côté de l'offre de sens, produit une offre de sens par rapport à laquelle les demandes d'enjeux et de reconnaissance sont nécessairement démultipliées par l'existence d'une telle offre. Ce qui serait marginal, minoritaire, difficile à vivre, créerait des difficultés psychologiques, etc., des difficultés d'intégration au sens propre, devient une revendication parce qu'il y a l'offre de sens, qui évidemment a changé considérablement. Donc voilà, c'est ma seule... C'est une question très compliquée et je dois avouer que je suis en train de casser la tête là-dessus parce que je suis en train d'essayer de faire un petit livre là-dessus, oui. Et je souffre le martyre. Parce que ma réponse serait de dire, bon, posons le problème. La discrimination, toute discrimination pose un double enjeu. Un enjeu que j'appelle d'égalité. On demande un traitement égalitaire, d'égalité des chances, équité des épreuves, etc., etc. Et on demande une reconnaissance parce que comme on est discriminé au nom de ce qu'on est ou de ce qu'on est supposé être, il y a nécessairement la revendication de dire ce que je suis mérite une reconnaissance et une égale dignité, etc. Bon. Et tous les acteurs, au fond, sont dans cette double reconnaissance. Double logique qui se comprend bien. Tout le problème, de mon point de vue, vient que cette logique, cette double logique-là, alors d'une part, tant que chez les acteurs, elle se situe à niveau bas, au niveau de leur expérience de vie, en général, ça ne pose aucun problème. Aucun problème. Je veux dire... reconnaissez-moi pour ce que je suis, laissez-moi pratiquer ma religion discrètement, donnez-moi des épreuves équitables, et en général, on va s'entendre sans grande difficulté. Le problème, c'est que quand ces demandes-là montent au niveau politique ou montent au niveau théologique, elles deviennent par nature extrémistes. Alors, je crois qu'il faut bien comprendre que, par exemple, si vous dites les gens ont le droit de pratiquer leur religion, etc., tout le monde s'en fiche. Bon. Mais si vous dites ma religion entre pleinement dans l'espace laïque, politique, en français, vous pouvez très bien dire oui, pourquoi pas. Mais vous ne pouvez pas faire comme si ça n'avait pas un impact sur l'identité des autres. Je veux dire par là que vous cassez le récit national des autres. Vous ne pouvez pas. C'est pas. Je veux dire, je voudrais bien être compris parce que là on marche sur des œufs. Hein, mais vous cassez le récit national des autres. Pour les autres, la nation n'est plus ce qu'elle était. Voilà. Et les gens le disent d'ailleurs très nettement quand ils disent cette bêtise absolue des électeurs de Marine Le Pen, on n'est pas chez nous. Mais c'est assez vrai. On n'est plus chez nous. C'est-à-dire que chez nous n'est plus exactement comme on croyait que c'était chez nous. Je ne sais pas. Ça a l'air tellement obscur ce que je raconte, je vois vos têtes. Bon.
je pensais qu'on était une nation composée de blancs, dont les uns allaient à la messe et dont les autres n'y allaient pas. Et puis je découvre que cette nation, elle est composée de gens qui sont plus ou moins blancs, qu'il y en a qui vont à la messe et d'autres qui n'y vont pas, il y en a de moins en moins qui y vont, et puis qu'il y a des gens qui vont à la mosquée, qu'est-ce que c'est cette histoire, etc. Vous ne pouvez pas faire comme si ça n'avait pas un impact profond sur ma propre identité de majoritaire. Ce qui fait que la formule « on n'est pas chez nous » veut dire on est devenu nous-mêmes des minorités. Je voudrais bien le faire comprendre. Le choc est beaucoup plus violent. Ces demandes normales, banales et très acceptables, en réalité, développent une onde de choc violente en face. Qu'on ne peut pas réduire en disant c'est des fachos, c'est des brutes, c'est des imbéciles, etc., etc. Bien. Je vais prendre un autre exemple pour vous faire comprendre. Vous dites à un tas de gens aujourd'hui en France, les homosexuels ont le droit d'être homosexuels, les gens du vous dites les homosexuels ont le droit de se marier. Je vous dis, bon. Ils ont le droit de faire des enfants s'ils y arrivent ou d'en adopter. Et là, il y a un tas de gens qui vous disent, ça n'est pas imaginable qu'ils ne le disent pas. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ma famille hétérosexuelle avec 2 enfants, elle est devenue une manière de faire famille parmi d'autres. D'accord ? Et donc vous avez des centaines de milliers de gens dans la rue qui manifestent, alors que, en réalité, ils n'en ont rien à faire. Donc, ce que je veux dire, c'est que tant que vous gérez ces problèmes à des niveaux bas, comment on vit ensemble là où on est. Moi, je suis assez arrangement raisonnable, Taylor, Kimilka, etc. Vous pouvez vous en sortir. Mais dès que vous montez en disant qu'est-ce que la nation, qu'est-ce que la famille, qu'est-ce que la laïcité, etc., vous entrez dans un enfer idéologique, mais alors Renaud a écrit beaucoup de livres là-dessus, où d'une certaine manière, les choses ne sont plus facilement négociables. Si vous dites alors qu'est-ce que la République, alors qu'est-ce que la France, eh bien alors vous ne savez plus. Vous ne pouvez pas répondre à ces questions-là. Et je crois que la radicalisation d'en bas est le produit de la radicalisation du camp d'en face, enfin, qui pousse vers ces extrémités. Moi, j'étais il y a quelque temps dans un lycée d'un quartier réputé difficile de Grenoble. La vie se déroule très très bien, mais il y a un tas de profs, notamment de femmes, qui deviennent à moitié folles à l'idée de voir un foulard franchir les portes du lycée, qui exige qu'une mère d'élève portant foulard le pose si elle a rendez-vous avec le proviseur. Voilà. Parce que vous avez un imaginaire du citoyen, de la liberté, etc. Donc, ce sont des réponses difficiles. Et à mon avis, pour dire les choses simplement, si on pose ces questions à des niveaux de principe, qu'est-ce que la laïcité, qu'est-ce que la nation, etc., je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Donc, moi, j'en appelle à l'expérience banale des gens. L'expérience banale des gens, c'est qu'on arrive à vivre ensemble. Et c'est ça qu'il faut valoriser. Je vais prendre un exemple extrêmement simple pour bien faire comprendre. J'ai fait une enquête qui montre que le problème de la différence d'identité culturelle à l'hôpital ne pose pas vraiment de problème. Quand les gens demandent des menus spéciaux pour des raisons religieuses, à l'hôpital, on vous dit de toute façon, des menus spéciaux, il n'y a que ça à l'hôpital, il y a des diabétiques, il y a des machins, il y a des... Et de toute façon, l'intérêt du malade, c'est qu'il mange ce qu'il a envie de manger. On ne peut pas imposer un malade. Bon. Une femme, on en fait des romans. Une femme demande d'être examinée par une femme. Bon, d'abord, à l'hôpital, c'est pas devenu très difficile. Ça serait même plus difficile de lui trouver un homme pour l'examiner. Et en général, on vous dit, que vous disent les personnes, ils vous disent, ça nous embête, ce genre de truc, ils nous embêtent avec ça. Mais il va de soi que la demande d'un malade d'être examiné par une femme fait partie des demandes légitimes d'un malade. Bon. Et d'une certaine façon, pourquoi ça marche à l'hôpital ? Parce qu'on sait ce qu'on a en commun. On sait ce qu'on a en commun. Et donc la reconnaissance de l'autre est facile
relativement facile, parce qu'on sait ce qu'on a en commun. Ce qu'on a en commun, c'est des problèmes de santé, etc., etc., etc. Si vous êtes à l'école, ça devient la croix et la bannière, parce que à l'école, on a une montée en théologie systématique. Je ne sais pas si... On a une difficulté à gérer les problèmes. Par exemple, on est dans un pays à moitié fou, où on vous dit que si un gamin ne mange pas de porc, c'est pas un vrai Français. Il faut quand même être complètement... non, il y a quand même des mères qui sont en train de le dire. Donc, voilà, il me semble que si nous avons la capacité de rester près de l'expérience des acteurs et de vivre en bas de la vie sociale, on a des capacités, je crois, relativement fortes de régler ce problème de reconnaissance. Mais si on transforme les problèmes de reconnaissance en problèmes de principe, en problèmes d'identité nationale, etc., je ne vois vraiment pas comment on peut éviter la double bêtise qui consiste à être d'un côté, disons, Zemmour-Finkielkraut, et de l'autre côté, dans une sorte je sais pas, d'une conception qui pense qu'une société, c'est comme le Club Med, quoi. C'est sympa parce qu'on est là sur la plage. Mais enfin, bon, c'est pas vrai non plus. Voilà. Je voudrais préciser mon interrogation. Est-ce que tu accepterais un schéma, parce que tu as un schéma à 2 temps, et je vais dire pourquoi je dis ça. Est-ce que tu accepterais un schéma à 3 temps? À 3 temps, à 3 moments logiques dans la description. Premier temps, nous sommes d'accord, il y a une demande de reconnaissance. Deuxième temps, c'est celui par lequel tu me réponds. Là, deuxième temps, il y a une mauvaise interprétation catastrophique, une mésinterprétation de cette demande sur le mode front nationaliste, disons, qui consiste à réagir en montant aux extrêmes et en défendant des principes d'identité nationale troublés par les demandes de reconnaissance et offusqués par les demandes de reconnaissance. On croit qu'on n'est plus chez nous parce qu'on s'aperçoit que chez nous, c'est pas comme on croyait que c'était encore, alors que ça ne l'est plus. Et ça, c'est ton schéma. Mais moi, je te suggérais un schéma avec un troisième temps. Je suis d'accord pour intégrer le deuxième à ma propre construction, puisqu'on y réfléchit tous en ce moment. Il y a aussi un troisième temps, ou un deuxième temps et demi, enfin, qui fait partie des réactions par rapport à l'affirmation d'une demande de reconnaissance. Il y a donc cette réaction mésinterprétative montant au principe et niant du même coup la possibilité de l'espace commun. Ça, je comprends bien, je partage entièrement ton analyse. Mais tu as la possibilité d'un troisième moment dans l'argumentation qui est enfin, disons que le deuxième temps produit, on peut fonctionner comme ça, le deuxième temps produit la transformation de la demande de reconnaissance en exigence, exacerbée par le deuxième temps, la réaction front nationaliste, on va dire. Mais à ce moment-là, en se transformant en exigence de reconnaissance, on a un troisième temps d'autant plus exigeant, impérieux, et qui fait exploser, dans tous les sens du terme, qu'il y a une offre de sens pour donner sens à cette exigence de reconnaissance qui est, mais vous ne le savez pas, même vous vous inscrivez en fait dans une histoire qu'on va vous raconter, qui est ce que je désignais comme étant le salafisme. Hein, là, c'est un troisième temps. C'est pas la réaction front nationaliste, c'est la réaction qui donne du sens à l'expérience que les gens manifestaient comme demande, puis comme exigence de reconnaissance. D'autant plus exigeante qu'il y a eu la réponse disons FN, pour simplifier. Ou d'ailleurs, enfin, disons FN, pour simplifier. Mais voilà, le troisième temps est essentiel aussi. Oui, mais je préférerais Pourquoi tu l'intègres pas? Parce que je préférerais qu'il n'existe pas. Voilà. Moi aussi. Non, mais je comprends tout ça, mais j'ai une image, là je redeviens un peu sociologue, j'ai une image statistique des choses. Je crois que la plupart des gens, l'écrasante majorité des gens, ne veulent pas monter aux ces extrêmes. L'écrasante majorité des gens veulent que ça se règle à niveau bas, que ça se règle au niveau des interactions quotidiennes, au niveau au niveau des problèmes pratiques. Et ce qu'ils refusent en réalité, c'est la montée, alors pas tous, mais la montée salafiste d'un côté, la montée Front National de l'autre, qui est une logique. Au fond, moi, les gens que j'ai rencontrés dans ces enquêtes te disent on est prisonniers. On est prisonniers des uns et des autres.
C'est d'ailleurs, chaque fois qu'il y a des attentats, ils le disent tous. Ces gens, ils disent, c'est une catastrophe. Parce qu'on va avoir un enjeu, comment dirais-je, social qui va nous écraser et faire que les problèmes pratiques que nous rencontrons deviendront des problèmes insolubles. Donc ça je crois que c'est la fondamentale. Alors, maintenant, ce qu'il faudrait faire, moi je pense, c'est que il faut recréer des tertius gaudins. Enfin, il faut recréer des espaces. Il faut recréer du tiers. Il faut recréer des choses qui soient entre ces demandes de reconnaissance alternative. Alors je vais dire des choses toutes bêtes, mais je crois que le travail, c'est vachement bien. Non, mais l'expérience quand même montre que quand les gens font des choses en commun, indépendamment de leur religion et tout, ils se créent des liens Je crois que les institutions accueillantes, c'est bien. Et que l'école pourrait faire un petit effort pour être une institution accueillante. Je crois qu'on peut aussi réécrire des récits nationaux. C'est notre responsabilité peut-être à nous. De réécrire des récits nationaux qui ne soient pas... qui racontent des histoires en réintégrant dans ces histoires des gens qui n'en font pas partie. Mais il me semble que si l'on prend le problème de front comme un problème qui doit immédiatement se traduire en politique, je crois que c'est catastrophique. Enfin, il faut passer par la fenêtre, quoi. Mais bon... c'est peut-être trop tard. Je ne suis pas d'un optimisme béat. Non, moi non plus. Voilà. Est-ce que vous voulez intervenir, Marie-Pauline, Étienne, comme vous voulez? Une question rapide. J'hésite en quelque sorte aussi, je trouvais votre exposé extrêmement riche, entre deux interprétations, disons, des conséquences normatives qui découlent en quelque sorte, je me questionne en philosophe, de votre intervention. Alors, d'une part, en fonction de ce que vous venez de dire, d'une part, on pourrait penser que face, disons, à cette nouvelle offre de sens qui crée en quelque sorte la violence, la seule chose qu'on puisse vraiment faire, si on cherche à la prévenir, c'est d'être en quelque sorte dans une position pluraliste, interculturaliste, comme on l'a déjà été. C'est-à-dire créer une société ouverte, faire en sorte que les institutions sont accueillantes. Première interprétation. Deuxième interprétation, ce serait en quelque sorte de dire, mais malgré cette volonté de faire des institutions accueillantes, on assiste à une montée de la violence, donc il faut faire plus, il faut faire quelque chose d'autre. Par exemple... chercher à déconstruire l'offre de sens. Bien sûr, c'est pas facile de savoir ce que ça veut dire concrètement que de déconstruire cette offre de sens. Donc, en quelque sorte, est-ce qu'il faut se contenter d'interculturalisme? Est-ce qu'il faut problématiser cette sorte de philosophie normative défendue par les auteurs qu'on connaît et changer radicalement notre manière d'être face à cette offre de sens? C'est vraiment une question profonde et difficile, mais... Donc, je crois qu'aujourd'hui, plus personne ne l'utilise comme ça, comme on le faisait il y a encore 20 ans, interculturalisme, multiculturalisme, bon... Non, je sais bien. Mais même, il me semble, lisant tes livres, que tu as une position qui est moins affirmée de ce point de vue-là qu'elle n'était il y a quelques années. Tout simplement parce qu'on voit bien, parce qu'il y a des effets de crise économique, de crise politique, de crise de l'Europe, etc., quand même, qui ont beaucoup dramatisé tous ces problèmes. On voit bien que la question de la reconnaissance, c'est la question de la... C'est moi le problème que je pose à Honnête, c'est toujours de dire la reconnaissance de quoi? C'est-à-dire on ne reconnaît pas des gens, on reconnaît quelque chose qui mérite d'être reconnu chez les autres. Ça ne veut rien dire reconnaître les autres, ça ne veut rien dire. Je veux dire, je reconnais ce qui mérite d'être reconnu chez les autres. Et ce qui mérite d'être reconnu chez les autres, comme différent, suppose d'abord, et c'est pour ça qu'on a une difficulté philosophique, suppose d'abord que je reconnais ce qui est semblable. Je vais prendre un exemple très bête et très pratique. Les mamans voilées veulent accompagner leurs enfants à l'école. Le fait qu'on s'y oppose me choque énormément, parce que ce qu'il y a de commun entre ces mamans voilées et celles qui ne le sont pas est si manifestement fort que ça abolit la différence. Voilà, donc il faut affirmer ce que nous avons de commun.
Et en France, on a un problème là-dessus, que soulève bien d'ailleurs Olivier Roy, qui quelquefois m'agace, quelquefois me séduit. C'est qu'il dit on s'est tellement éloigné de la religion qu'on ne comprend même plus les demandes religieuses élémentaires des autres. C'est-à-dire que on est devenu sourd et aveugle aux demandes religieuses et on les voit comme complètement dangereuses, incroyables, etc., alors qu'elles sont d'une trivialité ou d'une innocence parfaite. Donc il me semble que c'est ça les questions qu'il faut se poser, mais je ne prendrai certainement pas, je reste dans une position embarrassée, parce que je ne vois pas comment on peut ne pas avoir une position embarrassée. C'est très difficile pratiquement. Je suis pour que les jeunes filles portent le voile, si elles désirent le porter. Mais j'ai le devoir de protéger la liberté des filles de le porter ou de ne pas le porter. Ce qui en fait, est un problème qui se pose pratiquement à niveau bas. C'est-à-dire que si, moi je crois que les jeunes filles peuvent aller à l'école avec leur foulard, à condition que j'ai les outils qui me permettent de faire qu'une fille qui ne veut pas mettre de foulard à l'école, je lui garantisse le droit de ne pas le mettre, et je sois prêt à affronter ces poètes de grands frères qui mènent des vies de canailles et qui se font une vertu en imposant une vertu à leurs sœurs. Je connais un peu ce petit monde, ça existe aussi. Enfin, on n'est pas dans un monde franciscain quand même. Bon. Voilà, donc je pense que c'est à ce niveau qu'il faut qu'on essaie de poser des problèmes. Mais il me semble qu'on est dans une société qui a une telle passion pour la théologie politique que si on monte, ça va nous tuer. Oui. Je veux bien, enfin, je vais donner la parole pour vraiment des questions très très brèves. Ce qui me préoccupe le plus actuellement, mais c'est vraiment actuel, enfin c'est factuel même, c'est pas tellement la demande, c'est plutôt l'offre, quoi. Ouais. C'est plutôt l'offre. D'une part, l'absence d'offre de sens raisonnable, on va dire, de la part de notre société, aux personnes, quelle qu'elle soit. Et puis l'offre de sens, alors pour le coup, en l'absence d'une offre raisonnable, l'offre de sens déraisonnable par une idéologie qui actuellement écrase tout sur son passage, faute d'autres... D'ailleurs, eux-mêmes le disent comme ça. L'Occident a essayé toutes les idéologies, le socialisme, le communisme, ils disent ça comme ça, le christianisme, etc. Et nous, on offre la nôtre, il n'y a personne de l'autre côté. C'est ça l'offre qui m'effraie. Non, mais je suis bien d'accord. C'est pour ça que moi, je crois qu'il faut qu'on ait une offre, comment dirais-je, civique. Oui, mais ça n'est pas... Enfin, il me semble... mais là, il y a peut-être une spécificité sociologique de cette manière. Moi, je pense... Enfin, je vais employer un vocabulaire qui peut énormément choquer, mais je pense qu'il faut construire une société. Je pense que... On ne peut pas ne pas vivre en société. Beaucoup de sociologues disent l'idée de société, tout ça, c'est devenu ridicule, ringard. Moi, je ne crois pas. Je reste de ce point de vue-là un type de la fin du 19e siècle. Vivre en société, ça permet des échanges, du don, de la définition de ce que nous avons de commun, etc. etc. Et ça apaise la vie sociale, quand même. Voilà. Il faut juste en même temps, dans ce cas-là, parce que construire une société, c'est pas un processus rapide, c'est un processus complexe, lent et traversé d'embûches, mais il faut en même temps désinguer l'offre de sens des autres. Non, mais comment on fait? Je suis d'accord, mais si je prends le cas de l'école, par exemple, d'un cas qui m'intéresse un peu, comment ne pas être frappé, alors, pas taper sur les enseignants, tout ça, mais par le vide culturel de l'école. Quand vous interrogez les élèves, ils vous disent ce qu'on apprend à l'école, c'est fait pour être sélectionné, point. Enfin, à quoi ça sert d'autre qu'à être sélectionné? Bon. Et tout le monde s'en accommode à peu près. Donc, si vous pensez que le cours de français, le cours de philo, le cours d'histoire, le cours de maths, c'est uniquement fait pour être sélectionné, il est évident que la vraie pensée va se trouver sur votre ordinateur.
Donc là, on a de véritables problèmes, et en France, il me semble qu'on est très désarmé là-dessus. Alors, j'ai vu des textes un peu ridicules sur la spiritualité laïque, là. Je préfère les églises aux arbres de la liberté. C'est clair. Voilà. On va prendre deux questions très brèves. Oui, une, on identifie tout de suite l'autre. De l'autre côté de la salle, par exemple. Il n'y en a pas d'autres. Donc, deux, voilà. Donc, on les prend toutes les deux et puis tu réponds aux deux, car il nous reste avant en fermeture Alors, 5 minutes. très brièvement, vous pensez donc que l'écrasante majorité des gens ne veut pas monter aux extrêmes et ne veut pas se lancer dans des batailles de principe et préfère régler ça au niveau pratique. Donc plutôt au niveau, si on reprend le vocabulaire de Taylor et Kimlicka, des ajustements concertés plutôt que des accommodements raisonnables. Mais si on veut pouvoir accorder certains ajustements, il va falloir peut-être passer par le droit et on va en revenir à des questions de principe. Donc comment est-ce qu'on dépasse ça? Et puis l'autre question. Donc très brève aussi. Oui, je voulais lier la question que vous avez posée en fonction du monde du travail, parce que vous l'avez évoqué au tout début de la partie de débat. Je voudrais savoir comment les 3 personnes que vous avez interviewées ont conduit leur vie professionnelle. Et s'il n'y aurait pas une orientation qui pourrait être conduite au niveau de notre société, justement pour permettre avec de la discrimination positive de créer dans le milieu professionnel une sorte de modèle qui pourrait ensuite être élargi à l'ensemble de la société par la création d'une sorte de vivre ensemble qui serait vécu au quotidien et qui donc pourrait ensuite apparaître comme possible. Voilà. Ben, je vais répondre très, très rapidement. D'abord, il ne faut pas avoir une image caricaturale des discriminations. Je veux dire, on fait comme si tout immigré, pour dire les choses comme ça, c'est-à-dire même enfant de la 3e génération, vivait dans un quartier, dans un ghetto, était en prison, faisait du trafic de drogue, etc. Moi, j'ai rencontré, il faudrait rappeler que la majorité des gens, il faut quand même le rappeler parce que ce n'est pas insignifiant, vivent. Quand on les interroge, ils disent « je vis normalement, j'ai un boulot, etc. » Bon. Et quand je pense intégration professionnelle, alors sur la discrimination positive, ça mériterait une autre séance, et en particulier dans les enquêtes qu'on en fait, les gens qui pourraient en bénéficier sont hostiles. C'est quand même une chose dont il faut bien mesurer les effets. Je crois qu'il faut que le monde du travail ait des capacités d'intégration. Tout simplement, c'est-à-dire j'ai des collègues, j'ai des relations, je dépends des autres, j'ai besoin des autres, et ça efface évidemment ce que vous disent les gens, ça efface les différences culturelles qui deviennent tout simplement secondaires, résiduelles, dépourvues de sens quelquefois dans le monde du travail. Donc le travail, ça a été le grand intégrateur de nos sociétés. J'ai beaucoup de mal à me faire à l'idée que ça ne le resterait pas. Voilà. Parce que si ce n'est pas le travail, je ne vois pas très bien ce que ça peut être, à part la communauté, la religion, les machins, etc. Sur votre question sur le droit, alors évidemment, le droit, ça pose quoi? Moi, je crois à l'efficacité du droit dans ces affaires, mais alors, très étrangement, je crois dans son efficacité parce que le droit, dans ces problèmes-là, a une fonction normative. Comment dire? Pas parce qu'il est respecté, mais parce qu'il rappelle ce qu'on a le devoir et le droit de faire. Après tout, moi je considère que les discriminations, c'est mal, que le racisme, c'est mal, que battre les enfants, c'est mal. Voilà. Les sociétés ne sont pas seulement justes, elles sont obligées de définir ce qui est bien et ce qui est mal. Et la vertu du droit, c'est de rappeler que c'est pas bien, qu'on n'a pas le droit de le faire, que c'est pas possible. Et ça a des effets. Par exemple, toutes les mesures antidiscriminatoires, le droit antidiscrimination, etc., tout ça, ça peut paraître du vent. Et en réalité, c'est pas du vent. Quand vous prenez tous les entretiens que vous faites avec les DRH, eh bien, ils sont obligés d'en tenir compte. Parce qu'on peut toujours avoir un procès, parce qu'on peut toujours avoir une mauvaise réputation. Le droit a une fonction... Voilà. Si vous limitez la vitesse à 130 à l'heure,
il y aura des gens qui roulent à 150. Mais il n'empêche que tout le monde sait que c'est à 130 qu'on doit rouler. Voilà. Même si vous avez envie de rouler plus vite. Vous avez envie de discriminer, eh bien vous n'avez pas le droit. Voilà. Et je trouve que le droit, c'est pas si mal. Alors, évidemment, ça ne suppose pas de croire que le droit va changer le monde. Mais bon. Merci beaucoup. Bravo. Voilà.